Bonjour à tous, je sais que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, mais je reprends définitivement du service pour un épisode court en attendant le gros épisode en préparation et qui devrait sortir dans pas très longtemps. Et je profite du contexte dans lequel on baigne en ce moment pour revenir un petit peu sur la sociologie du vote. Alors, je ne vais pas détailler tous les travaux en cours sur le sujet parce que ce serait beaucoup trop long, mais je vais plutôt revenir sur une pratique, une façon de présenter les résultats des élections qu'on a l'habitude de voir et qui pourrait nous paraître évidente, mais qui est en fait historiquement et socialement construite. Et cette façon de présenter, c'est tout simplement la carte électorale. Aujourd'hui, on est très habitué à ça, on l'a vu au lendemain du premier tour des présidentielles, il y avait en jaune les départements pour Macron, en gris pour le FN, en bleu pour les Républicains et en rouge pour Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, le fait d'envisager les comportements électoraux comme géographiquement situés ne va en fait pas de soi, il est issu du modèle géographique, ou on dit aussi le modèle écologique d'explication du vote. C'est un modèle que l'on doit à un certain André Siegfried dans son ouvrage de 1913, Tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République. Alors, Siegfried, il est historien, géographe, sociologue, il est engagé en politique auprès des radicaux de gauche et il aimerait bien lui aussi être un homme politique, mais il n'arrivera jamais à se faire élire député et il échouera à 4 reprises aux élections de 1902, 1903, 1906 et 1910, donc c'est un peu la loose quoi. Mais finalement, ces échecs seront bénéfiques pour la science parce qu'il va prendre du recul sur sa situation et se dire qu'à cela ne tienne, je vais essayer de comprendre pourquoi je me suis fait bolosser comme ça. Bon, je m'engage pas complètement sur l'exactitude historique de la citation, mais en termes de sens, c'était ça, quoi. À partir de là, il va faire un gros travail de terrain, 6 ans d'enquête dans 14 départements de l'ouest de la France. Il observe la physionomie géographique et politique de la région, et il étudie notamment les résultats électoraux entre 1870 et 1910. Et de cette analyse, il tire la conclusion que le vote est déterminé par 4 variables qui jouent en cascade. Premièrement, la nature des sols, qui va elle-même influer sur la structure de l'habitat, qui va elle-même influer sur la structure de la propriété foncière, et tout ça va se retrouver dans les relations sociales, qui seront à terme un facteur explicatif du vote. Alors je vais vous expliquer tout ça, c'est vrai que quand on voit ça, on comprend pas forcément comment ça peut être un modèle explicatif du vote, mais c'est pas difficile à comprendre, il va prendre l'exemple de la Vendée qu'il utilise comme un idéal type. C'est vrai que je vous ai pas encore expliqué ce que c'était qu'un idéal type, et ça va venir. Pour aujourd'hui, on peut simplement considérer que c'est un très bon exemple du modèle qu'il essaye de prouver. Ce qu'il explique, c'est que la Vendée, elle est séparée entre le nord et le sud. Dans le nord, il y a du granit, donc c'est une roche imperméable, donc il y a de multiples points d'eau. Comme il y a plein de points d'eau différents, les installations agricoles sont très espacées. Et comme elles sont très espacées, ça veut dire qu'il y a de très grandes propriétés foncières. Ainsi, la population, elle est rurale, elle est isolée, puisqu'il y en a plein de petites, et elle subit à la fois l'influence très forte de l'église, et aussi des notables, les notables qui sont les fameux propriétaires fonciers. Et du coup, de fait de ces deux influences-là qui sont plutôt conservatrices, on va retrouver au nord un vote plutôt conservateur. A l'inverse, au sud, la roche est en calcaire, c'est une roche perméable. Comme elle est perméable, elle ne laisse pas passer l'eau, donc il y a très peu de points d'eau. Comme il y a peu de points d'eau, les installations agricoles sont regroupées en petits groupes, sur de petites propriétés foncières. Comme les installations sont regroupées, les populations rurales, elles ne sont pas isolées, elles sont solidaires, et elles arrivent mieux à résister à la fois à l'influence de l'église et à la fois à l'influence des propriétaires fonciers. Ce qui fait qu'ils ont naturellement un vote plus progressiste, donc un vote républicain pour l'époque. Et du coup, sa fameuse conclusion qui est restée célèbre par la suite, c'est « le granit vote à droite, le calcaire vote à gauche ». Bon, en fait, s'il a tellement insisté sur la Vendée, c'est parce que son modèle, il marchait pas du tout dans les autres régions de la France. Ça marchait vraiment que pour la Vendée. Mais les explications qu'il avançait en termes d'évolution historique des rapports sociaux étaient une bonne explication et marchaient assez bien pour expliquer les tenants du vote en Vendée à l'heure où il faisait son étude. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de constater que cette opposition entre nord et sud et gauche et droite pour la Vendée marche encore aujourd'hui. Enfin non, ça marchait encore en 2012. Si on regarde les résultats aux législatives en 2012, on voit en effet que le clivage nord-sud-droite-PS est toujours d'actualité. Si je regarde en 2017 et que je me fie aux candidats arrivés en tête au premier tour, la carte ça donnerait plutôt ça, c'est-à-dire une majorité Modem En Marche. Du coup, ça nous permet au moins de voir que les élections de 2017 auront rebattu les cartes pour ce qui est de l'identification politique, puisque des votes historiques ont été remis en question comme le partage gauche-droite de la Vendée. Alors cette sociologie géographique est toujours d'actualité aujourd'hui, il y a de nombreux sociologues qui travaillent encore à partir de cette technique-là. On peut par exemple citer Hervé Lebras qui dans les années 90 proposait une méthode quasiment mathématique pour expliquer le vote FN, en disant qu'on pouvait quasiment faire une équation en disant qu'on avait de plus en plus de probabilités de voter FN en fonction du nombre d'immigrés qu'il y avait sur le territoire français. Alors c'est des résultats qui ont été par la suite affinés, notamment à l'aide de la cartographie.
Si c'est vrai au niveau macro, la sociologie géographique permet d'affiner l'analyse. Si on regarde sur la région parisienne par exemple, on voit que le vote FN n'est pas particulièrement présent là où il y a beaucoup d'immigrés, mais là où il y en a au contraire peu, mais suffisamment proches pour se sentir menacés. En bref, on a peur de ce qu'on connaît pas, mais qui est quand même pas trop loin de façon à ce que ça puisse quand même constituer une menace. Alors plus récemment, Hervé Lebras a proposé une nouvelle analyse du vote FN en montrant qu'on peut en fait quasiment superposer la carte des inégalités et la carte du vote FN en France. De fait, on remarque que c'est dans les régions où il y a le plus d'inégalités qu'on retrouve également le plus grand nombre d'électeurs FN. Alors si le sujet vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo d'Osons causer sur le sujet, où ils essayent justement d'essayer de mieux comprendre les déterminants du vote FN à partir de ce type d'analyse. Quant à moi, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.